Vous avez peur de l'IA, vous ne savez pas par quoi commencer. Dans ce podcast de l'idée à l'IA, on va reprendre tout depuis le début. On va comprendre les enjeux de l'IA simplement avec des experts qui nous suivent à chaque épisode et qui vont nous donner sincèrement leur point de vue, sans bullshit et dans une safe place. Et on découvrira ensemble ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut ressortir de l'IA. Bienvenue dans mon podcast. Nous accueillons Warda Baylich, fondatrice de Bold, un cabinet de conseil data et IA. C'est aussi une autrice de plusieurs livres, dont L'humain à l'ère de l'IA, et une conférencière internationale, notamment sur les sujets de l'éthique et de l'IA. Bienvenue Warda, merci d'avoir accepté cette invitation, et ça me fait très plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci infiniment pour votre invitation, Eddy. Je suis ravie, pour moi c'est un honneur d'être ici parmi vous, surtout, sachant que c'est le premier épisode de votre podcast. C'est vrai, franchement, c'est un honneur de te recevoir toi, avec ton niveau que tu as dans l'IA, avec l'envergure que tu peux avoir, honnêtement. Donc moi j'ai appris à te connaître, mais encore plus, parce que je te connaissais déjà. Et justement, j'ai envie de te poser la première question, qui est Warda Baylich Berashta. C'est comme ça qu'on dit ? Exactement, Voilà. Tout à fait, merci beaucoup pour le clin d'œil. Alors, je me définis comme une femme d'affaires, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'une femme, mère d'un enfant, presque 40 ans. On me demande souvent mon âge, alors là, je le divulgue à plus grande échelle. Et disons que je me situe au milieu d'un triple héritage, modestement. C'est que le premier, c'est la rigueur de l'ingénierie, mais aussi par les valeurs, les traditions, disons, d'une double culture à travers la France et l'Algérie, et enfin par la finesse de l'humain. Donc c'est vraiment ça qui m'a guidée à travers tout mon parcours. Et je suis encore une fois honorée d'être devant toi parce que le sujet est plus que crucial à cette ère technologique, d'être de plus en plus des humains à cette ère technologique et d'être beaucoup plus conscient. Complètement. Est-ce que tu peux nous donner justement, du coup, par rapport à cette carrière, j'ai noté que ça fait plus de 12 ans que tu es dans le numérique, la transition dans le digital et du coup l'intelligence artificielle, puisque c'est venu d'abord par la data. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait justement que ça a déclenché, si je rentre dans le sujet, ton côté éthique dans l'IA ? L'éthique, encore une fois, c'est quand je te parlais de valeurs et de traditions, c'est vraiment avec ces fondamentaux et ces fondations avec lesquelles j'ai grandi, la notion de respect, la notion de solidarité humaine et au-delà des frontières. C'est-à-dire que peu importe nos origines, peu importe nos classes sociales, on m'a toujours appris en fait à interagir avec tout type de personnes, ne pas mettre de barrières en termes, au niveau de l'esprit, en termes de mindset, donc limitless, hein, autrement en anglais. Et lorsqu'on est arrivé à l'ère de l'IA générative avec OpenAI, j'ai entendu beaucoup de personnes autour de moi aller trop facilement en fait vers cet outil, et ils commençaient à automatiser certaines de leurs tâches au point de perdre en autonomie de pensée. Et beaucoup me disaient oui, c'est top. Ils commençaient à me dire oui, moi j'aimerais bien voir un ministre, un président comme IA. J'aimerais bien voir un PDG comme IA, ou j'aimerais bien voir un voisin comme IA. Et là, je dis non, là ça va plus. C'est qu'est-ce qui se passe ? Les humains sont en train de se déshumaniser. C'est un peu ce que je me disais, et je partageais autour de moi. Donc j'interagissais avec ces personnes-là. Je leur dis non, mais on peut pas penser de cette manière-là. C'est-à-dire que un robot, un système intelligent viendrait à gouverner un être humain, un peuple, une nation. Mais où va-t-on ? Et c'est avec ces interactions-là que tout le monde me disait, il faut absolument que tu partages tes réflexions, tu partages ta vision du monde en fait à cette ère technologique. Et c'est de là où en fait j'avais envie d'écrire. Et pour répondre à ta question au niveau de l'IA éthique, tu l'auras compris, deviné, c'est-à-dire que comme j'avais une certaine éthique, et j'ai une certaine éthique depuis que je suis jeune, en fait on m'a transmis cette éthique à travers différents pays, parce que j'ai pas été qu'entre la France et l'Algérie, mais aussi au Luxembourg pendant plus d'une décennie. C'est d'inclure ça autant dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Parce qu'on oublie que dans le code, il y a, en fait, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que si on n'est pas éthique dans notre vie, on ne le sera potentiellement, fort potentiellement pas au niveau du code. Et donc,
c'était une suite logique, hein, entre passer de l'éthique dans ma vie de tous les jours au niveau de la data, parce que j'ai énormément travaillé sur la data, donc au niveau des données, l'essence même de l'intelligence artificielle, et jusqu'à maintenant, effectivement, au niveau de l'IA éthique et de comment, effectivement, façonner un meilleur avenir, je l'espère, à travers le monde, humblement, mais on est plusieurs à travers le monde, donc un meilleur avenir pour nos futures générations. Ouais, je comprends très bien. Et justement, ce qui m'a plu dans ton profil, c'est que tu as cette position vraiment intermédiaire, parce que parfois on entend vraiment ceux qui ont ces positions un petit peu dures avec l'IA, être contre cette technologie. Mais finalement, je t'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps en interview, et tu appelles ça quand même un bijou technologique. Donc justement, toi, tu as cette position intermédiaire. Qu'est-ce que tu trouves par contre de bien dans l'intelligence artificielle, si on reprend un peu de hauteur? Beaucoup de choses. Le premier élément, et j'aimerais revenir sur le terme que tu as utilisé parce qu'il est pour moi très important, c'est la notion de bijou. Je m'explique. J'ai rarement l'occasion d'expliquer pourquoi j'utilise le terme bijou, un bijou technologique. C'est-à-dire que je le vois en fait comme un... Et là, on va faire un peu de pub, je m'excuse. Ah non, non, je t'en prie. Je te remercie, Eddy. C'est pour Cartier. C'est-à-dire que c'est le summum de la joaillerie, c'est le prestige de la joaillerie. Et pour moi, l'intelligence artificielle, par sa beauté brute, mais aussi la façon dont on pourrait façonner cette technologie, ça pourrait vraiment être un renouveau au niveau civilisationnel. C'est-à-dire, lorsqu'on a un diamant brut, il est brut. Il a sa beauté, il a ses aspérités, mais lorsqu'on le façonne, tel un bijou Cartier, c'est pour ça que je revenais à Cartier, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une connaissance du bijou, mais aussi même au niveau de la montre, c'est-à-dire qu'ils ont inventé des mécanismes pour arriver à un niveau d'excellence au niveau de leur montre. Par exemple, le amagnétisme, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du magnétisme autour des montres, et donc pour éviter d'avoir un impact ou des impacts autour du balancier des montres, ils ont inventé, en fait, ils ont breveté en fait un procédé pour éviter en fait d'avoir ces impacts-là. Et pour moi, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que brut, l'intelligence artificielle va reproduire nos biais, va reproduire nos défauts de pensée, va reproduire potentiellement notre méchanceté pour certains. Par contre, si on la façonne pour l'humanité et donc on l'oriente dans le bénéfice de l'humanité, à ce moment-là, ça deviendra un véritable bijou. Mais à ce moment-là, il faut prendre le temps de réfléchir au lieu d'aller forcément très vite. Il faut prendre le temps de la concevoir, cette intelligence artificielle. Et ça prend énormément de temps, tu pourras le deviner, parce que dès qu'on a une idée, on cherche à la développer avec l'intelligence artificielle, l'automatiser. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agents IA et même de multi-agents. On peut avoir jusqu'à 300 agents ou 300 process, ou disons 300 étapes qui peuvent être automatisées à la chaîne, sans aucune intervention humaine. À ce moment-là, je me pose la question, oui, où va-t-on? Donc c'est très très vaste. Oui, je comprends très bien. Et justement, toi, là, tu as parlé, t'as parlé d'humain, d'accord? Donc, je sais que dans toute cette évolution qu'on voit avec l'intelligence artificielle, tu as vraiment l'intérêt à placer l'humain. D'ailleurs, c'est le titre de ton livre, L'humain à l'ère de l'IA. Tout à fait. Et justement, avec toute cette accélération des choses, toi, qu'est-ce que tu voudrais comment tu voudrais que l'humain ait sa place dans tout ça et garde sa place quand on sait qu'il y en a de plus en plus, comme tu as dit tout à l'heure, qui voudraient tout automatiser, tout faire. Donc, toi, quelle est ton idée, même si c'est idéaliste ou j'en sais rien, mais de me dire, voilà, l'humain, il faut qu'elle garde cette place-là à un moment donné. Ah, effectivement, c'est intéressant. Tu parles d'idéalisme. On peut parler, effectivement. Je peux effectivement assumer que je suis idéaliste, mais disons que c'est dans l'objectif de pouvoir poser une fondation solide pour les générations futures. Comment je vois la chose? C'est-à-dire qu'un équilibre, tu l'as très bien compris, c'est un équilibre, ne pas forcément vouloir tout automatiser. C'est aussi ce que j'aborde en fait dans mon livre à travers 7 chapitres. C'est le côté dystopique de notre monde. C'est-à-dire que si on veut absolument tout faire et clairement tout transvaser de nos vies dans ces systèmes intelligents,
qu'est-ce qui va rester de nous, clairement? C'est qu'on ne travaillera plus. J'aime bien le film de Clone, si je me rappelle bien, avec Bruce Willis, où ils sont allongés en fait avec des casques, réalité virtuelle et réalité augmentée, et leurs clones en fait, c'est eux qui vivent en fait à l'extérieur. Donc quelle est l'idée? Quel est l'objectif? C'est vraiment qu'on arrive à ce stade-là? C'est pas le mien en tout cas. Donc c'est pourquoi j'appelle vraiment à une lucidité, d'interagir comme on est là, face à face, c'est-à-dire de garder en fait ce côté humain. On utilise l'intelligence artificielle, et j'ai même préparé quelques exemples pour même les micro-entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle au niveau des tours de verre, mais on oublie que beaucoup de micro-entrepreneurs peuvent bénéficier de cette IA. Euh, mais donc pour revenir à cet équilibre, c'est utiliser l'IA, oui, mais à bon escient et calibré, c'est-à-dire vraiment doser, ne pas utiliser. Je rappelle juste, aparté pour nos chers auditeurs, c'est que l'IA n'est pas forcément à travers ces IA génératives. Vous utilisez aujourd'hui par exemple, pour vous orienter au niveau de la route, c'est dopé à l'IA. Vous avez des voitures autonomes, il y a de l'IA qui est embarquée. Au niveau des réseaux sociaux, il y a aussi de l'IA. Donc l'IA est potentiellement partout, même dans vos montres connectées. Donc potentiellement, la plupart, il y a une estimation de 4,4 milliards de personnes à travers le monde qui utilisent aujourd'hui l'IA. Paradoxe, qui est que environ 60 personnes disent qu'ils ne comprennent pas l'IA, mais plus de 70% l'utilisent en fait dans leur journée quotidienne. Donc, tu vois, en fait, il y a une complexité, il y a des ambivalences, et c'est important. Et merci beaucoup pour ce podcast, parce que je suis convaincue que là, vous êtes en train de construire quelque chose de très, très solide et très intéressant, parce que vous répondez en fait par ce podcast à un enjeu sociétal et social. Donc voilà, je vous remercie pour ça, et il faut qu'on ait ces dialogues-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des citoyens qui se mettent en face de vous et qui vous disent clairement qu'est-ce qu'ils pensent de l'IA. Comment aujourd'hui l'utilisent-ils? Appeler un plombier et voir comment un plombier, par exemple, utilise l'IA dans leur journée quotidienne. Pas forcément que des ministres, ou pas que forcément que des leaders dans la tech. C'est eux qui sont le plus touchés que nous. Parce que nous, on est dans la tech, on comprend un peu effectivement quelle est l'envergure, quels sont les impacts, les tenants aboutissants. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en font? Quels sont les impacts? Comment ils le vivent en fait? Parce qu'il y a une peur, il y a une crainte, et j'aimerais tellement qu'on donne des réponses à ces craintes pour qu'ils vraiment ils embarquent avec l'IA. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en même temps, il faut justement bien, pas s'en méfier, mais bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est quoi ton conseil? C'est allons apprendre l'IA, on se forme, on l'intègre dans des circuits, dans l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'intelligence artificielle. Par contre, c'est nécessaire d'avoir un cadre. Alors, je suis contre interdire. Je suis plutôt allons-y, doucement, pas à pas, mais de façon toujours réfléchie. Et toujours la notion de, effectivement, on pense, on réfléchit avant d'agir, euh, tout en ayant, disons, la capacité d'être agile. Donc, on ne va pas y aller en mode lenteur, escargot. J'ai absolument peur, donc je vais y aller vraiment tout doucement, parce qu'il faut quand même aller vite, mais effectivement avec une structure qui est bien connue. Donc pour répondre à ta question, oui, au niveau de l'éducation, moi je verrais là, effectivement des formations dès la maternelle, par exemple. Donc c'est très très tôt. Donc il faut, tu le comprendras, former les professeurs, donc les enseignants au niveau de la maternelle. Donc il y a des travaux qui sont sincèrement gigantesques à opérer. Mais il faut y aller. Et donc, pour un conseil par rapport à ta question, c'est arrêter de réfléchir, vous poser des questions si l'IA va vous remplacer ou pas, ou est-ce que ça va détruire votre emploi ou pas. C'est plutôt, questionnez-vous, qu'est-ce que vous pourriez faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça pourrait, disons, vous apporter au niveau de vos journées quotidiennes? Peu importe le métier que vous exercez, que ce soit électricien, que ce soit entrepreneur, dirigeant, leader, manager, podcasteur, et ainsi de suite. Nous avons tous en fait un avantage et un bénéfice à en tirer avec cette technologie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je peux revenir sur un élément que tu as parlé tout à l'heure, et je voudrais vraiment qu'on en parle parce que c'est important. C'est le phénomène de biais. Tu l'as cité. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est un biais
Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi, justement, ça pourrait être discriminatoire Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de discrimination positive. Donc, un biais, c'est très simple. On revient encore à la notion d'éthique, mais aussi de valeurs humaines. C'est-à-dire que si une personne dans sa vie quotidienne est raciste, ils vont enfin, cette personne va tendre vers une application d'un code qui va être raciste. Je m'explique. Admettons, on a une entreprise, peu importe sa taille, mais qui va utiliser en fait un algorithme d'IA, donc de système intelligent, pour recruter un nouvel employé. Admettons, ça va être un caissier, d'accord ? Donc admettons, on va recruter un nouveau caissier au sein d'un magasin, d'accord ? Et ce système IA, par rapport aux données qu'il a, donc les données sources, et l'algorithme qui a été développé, a eu l'habitude, donc il a appris, donc l'algorithme, le système intelligent a appris par le passé que cette société ne recrutait que des personnes blanches, admettons. Donc si c'est que des personnes de couleur blanche, de couleur de peau blanche, bah forcément, à la fin du processus de ce système intelligent, il n'y aura que des personnes de couleur de peau blanche qui vont être recrutées. C'est un biais. D'accord. Et ça s'appelle du racisme. Donc si on reprend ces mêmes systèmes et on n'a pas pris le temps de vérifier, de concevoir correctement ces outils, bah forcément ça va répliquer. Donc moi ce que je dis, c'est qu'en fait ça réplique, donc un biais réplique nos erreurs du passé et les amène et le propage au niveau de notre futur. Donc si nous avions des défauts au niveau de l'humain, ça va avoir en fait un effet miroir. Et on parle de discrimination positive de plus en plus. Pourquoi discrimination positive ? Aujourd'hui, parce que, par exemple en France, on encourage de plus en plus à avoir des femmes au niveau des COMEX, comité de direction exécutif. Et pour cela, on encourage, donc on adapte, on calibre le programme algorithmique, donc au niveau de l'algorithme, pour pouvoir recruter plus de femmes que d'hommes. Donc on favorise, donc on implémente, on code volontairement au niveau du code de pouvoir en fait favoriser les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette volonté en fait d'avoir beaucoup plus de femmes. Donc là, on parle de discrimination positive. On va discriminer les hommes, mais c'est voulu, donc c'est positif. Sincèrement, c'est très très vaste. Et encore une fois, l'importance, tu l'auras compris, c'est-à-dire que si tu ne penses pas avant le programme, avant de le déployer pour qu'il soit opérationnel, on va à un chaos international. Parce que là, je te parle d'un petit outil pour une petite société pour recruter effectivement un emploi. Mais imagine si on déploie ça à l'échelle internationale sur un outil qui est utilisé par des millions, peut-être même des centaines de millions de personnes. On va écarter énormément de personnes. Et ça se trouve qu'on les utilise déjà, ces modèles géants qu'on utilise tous. Et finalement, on s'intéresse beaucoup aux sorties, mais pas du coup à l'entrée. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a cette petite guerre géopolitique aussi avec utilise mon IA américaine, non, utilise celle chinoise, et puis nous, les Français en France ou en Europe, non, utilisez la nôtre. Donc ça doit venir de ça aussi. Alors effectivement, et aussi la notion de souveraineté qui revient assez souvent. Souveraineté numérique et aussi souveraineté cognitive qui est en train de prendre de plus en plus de place, et je dirais tant mieux. Il y a un besoin international de systèmes indépendants. Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que tu as cité les États-Unis, donc l'Amérique, la Chine, donc l'Asie, et effectivement la France, avec son outil qui, on va dire les choses, qui peine à être indépendant. Financement américain, j'ai appris que même certaines bases de données sont hébergées aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a réellement une souveraineté ? Mais derrière, je les comprends aussi, c'est-à-dire qu'il y a une complexité au niveau du financement. On n'a pas assez de capital risque ici en Europe comparé aux États-Unis. On n'a pas, c'est pas du tout le même écosystème, et on n'avance pas du tout à la même vitesse. Et c'est aussi ce que je mets en exergue aussi dans mon livre, c'est-à-dire que pourquoi chercher à calquer les Américains ou les Chinois ? On a nos spécificités. Que ce soit en Afrique ou en Europe, on a nos spécificités. Pourquoi ne pas travailler sur nos forces
et développer quelque chose, faire émerger une solution, nouvelle technologie, pas forcément de l'IA, nouvelle technologie potentiellement peut-être même plus forte, plus puissante que l'intelligence artificielle. Peut-être ça sera un mix de l'IA, peu importe. Mais pourquoi ne pas changer en fait, pivoter d'état d'esprit, pivoter de perspective, tout simplement. Pourquoi chercher à forcément voir ce que le voisin fait pour essayer de faire la même chose? Oui, il y en a certains qui me disent oui, mais ils vont très vite. Si on ne fait pas comme eux, on ne va pas réussir à les rattraper. Mais pourquoi vouloir les rattraper? Pourquoi pas ne pas créer notre propre vitesse, notre propre chemin, à nous de façonner? Sauf il faut pivoter. Il faut avoir un courage. Ce courage, cette bravoure que j'appelle en fait à l'international, c'est d'avoir potentiellement le prochain Elon Musk qui sort d'Afrique ou qui sort d'Europe. Mais allons-y. Ça ne va pas être facile forcément, parce qu'il va falloir l'accompagner, cette personne ou ces personnes-là. Mais faisons-le. Arrêtons effectivement de réfléchir effectivement, et de se dire que oui, on a besoin d'une souveraineté, oui, on a besoin de souveraineté, mais pourquoi pas la créer, la façonner à notre manière, à notre image. Et pour revenir effectivement à ta question, qui est très profonde et qui mérite, je pense, un podcast à lui seul, effectivement, tout à fait, c'est la notion de, encore une fois, c'est de souveraineté. C'est-à-dire que le fait de vouloir créer un outil, parce qu'il est puissant, on va pas le nier, puissant, on en a besoin, et pour effectivement, tu vois la complexité, hein, c'est pas une contradiction, mais c'est la complexité que n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui l'IA. C'est-à-dire que je te dis ça, mais d'un autre côté, je vais te dire oui, effectivement, il faut quand même avoir un pied dans sur l'échiquier international au niveau de l'IA générative. Donc il faut qu'on ait notre propre système, tu vois. Mais soyons ingénieux pour être indépendants, ne pas forcément utiliser soit les infrastructures internationales, soit effectivement avoir absolument besoin des finances, encore une fois, soit américaines, soit chinoises. Tout à fait d'accord. Bon, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, où même nous, on essaie de travailler sur des sujets, comme tu as dit, pour vraiment que ça vienne de chez nous, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, et c'est aussi une question de moyens, une question d'argent qui n'est pas forcément mis, mais le sujet est vaste. Et moi, il y a quelque chose que tu as dit, pour changer un peu de sujet, mais pour parler un peu du comportement qu'on doit avoir avec l'IA. Tu dis souvent, il ne faut pas être sincère avec l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça veut dire, sur les risques qu'il y a derrière, justement? Parce que finalement, dans notre utilisation, on s'aperçoit qu'on lui dit un peu tout, et que sans voir, enfin, moi ça m'est déjà arrivé, hein, finalement tu lui poses des questions sur toi, puis en fait il te connaît très très bien quand même. Donc tu le vois pas venir, mais je suis assez d'accord avec toi finalement, où faut faire attention. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là, toi, finalement? C'est un peu sournois. Un peu sournois, et effectivement on rentre dans l'intimité, dans notre intimité. Et la plus fine, c'est-à-dire que nos téléphones, c'est une extension de nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se lève, il est à notre tête, on se couche, il est aussi à notre tête. Où qu'on aille durant la journée, il est soit dans notre poche, soit dans notre main. Donc, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, on a certaines applications qui ont des algorithmes implémentés qui sont H24 à notre écoute et nous font des recommandations, comme tu l'as dit, très bien dit. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est conscient? Parce que si on est conscient et par exemple, toi et moi, on le sait, mais on a quand même un téléphone qui est juste à côté de nous, posé, et qui nous écoute. Mais on en a conscience. Et on sait quels sont les impacts derrière. Donc, disons, entre guillemets, on s'attend à quels sont les risques. Mais la plupart des personnes ne le savent pas et ne comprennent pas. C'est qu'ils s'interrogent effectivement quand ils ouvrent l'application, ils disent « Ah, c'est intéressant parce que je viens d'en parler. » Et bizarrement, je trouve un post, ils commencent à scroller et ils voient des posts en relation directe par rapport à leur discussion. Donc, ça crée certaines frayeurs parce qu'on a l'impression d'être sans arrêt espionné. Et quelque part, effectivement, c'est le cas, parce qu'il y a un enjeu économique derrière. C'est de pouvoir en fait consommer et de pouvoir plus en plus consommer. Donc, société de consommation. Donc, ce que j'en dis, c'est vous n'êtes pas obligé de consommer. En fait, c'est la reprise de contrôle de soi. C'est tout l'intérêt de mon dernier livre. C'est à l'ère de l'hyperconnexion,
ce qui est le cas de ta question, et de l'hyper-performance, c'est-à-dire qu'on veut absolument effectivement être au courant de tout en termes d'actualité. On rate une actualité, on a l'impression qu'on est perdu et que mince, on a raté le coche, et qu'on est complètement en fait marginalisé parce qu'on a raté la dernière info. Ou potentiellement que on n'a pas effectivement reçu la notification d'un proche ou d'un cher qui nous a écrit, et donc il y a une impatience qui se crée, et donc on a une émotion qui est en train d'émerger. Donc en fait, quand on prend le temps de faire cette prise de recul, on se rend compte qu'on est contrôlé et qu'on perd le contrôle sur notre vie, et qu'on a en fait plus cette maîtrise de soi. Je parle souvent de battement de cœur. Et là, j'en suis sûre que tu essayes d'analyser ton battement de cœur, ton rythme cardiaque. En fait, je suis surtout en train de regarder que c'est vraiment la pochette enfin, la couverture de ton livre, plutôt. Tout à fait, tout à fait. On peut le montrer à tes chers auditeurs. Ouais. Scrollfall, ton dernier livre, finalement. Tout à fait. Justement, qui ne parle pas forcément d'intelligence artificielle, pardon, mais qui explique un peu ce que tu dis, donc l'hyperconnexion, l'hyperperformance. Tout à fait. Et moi, ça m'amène à une question, puisque c'est l'intelligence artificielle dans tout ça, l'IA. Est-ce que finalement, on donne un peu le pouvoir au robot et ça va nous permettre de décrocher, ou alors c'est addictif et on utilise toujours encore plus, encore plus, encore plus? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce livre, justement, et à cette situation? Je te dirais, ça dépend où est-ce qu'on se positionne. C'est-à-dire que j'étais récemment en Algérie, et j'ai constaté qu'on n'était pas encore en fait à ce niveau de dépendance. Tant mieux. Je te laisserai me dire pour la Tunisie qu'est-ce que tu en penses, mais en tout cas en Europe et surtout aux États-Unis, il y a ce niveau de dépendance. C'est-à-dire qu'il nous manque juste la puce greffée, et c'est bon, on est à un stade où c'est bon, on se laisse manipuler et contrôler par ces usages. Il y a une étude, même plusieurs études qui sont sorties, c'est qu'on voit que les jeunes de moins de 25 ans évitent d'avoir des interactions en face à face, donc en physique, en présentiel, mais plutôt passer par Snapchat ou les différents outils pour éviter en fait le conflit ou potentiellement un refus en face à face. Donc en évitant en fait ces interactions humaines en présentiel, donc du coup on arrive en fait potentiellement petit à petit, pas à pas, à une désocialisation. On peut parler aussi de déshumanisation. Notre nature, c'est vraiment d'interagir, de vivre ensemble, d'évoluer ensemble, de faire du sport, de sortir, de rigoler, de passer des bons moments. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, ça a été prouvé, hein, c'est que quand on a des moments joyeux, de bonheur, ben, on est heureux dans notre vie, on arrive à créer, on a une meilleure productivité, etc. Par contre, quand on est isolé, et c'est pourquoi il y a un marché énormissime qui est en train de se créer à l'international, marché économique, estimé à plus de 2000 milliards de dollars, de désocialisation. Donc, comment répondre à ce marché de désocialisation ou d'isolation sociale, autrement nommé. Donc, comment moi j'aborde la chose et comment effectivement je pourrais répondre à ta question simplement, encore une fois, c'est-à-dire reconnectons-nous à nous. On est humain. L'idée, c'est que ces machines, elles ont été créées par l'humain depuis on a plus de 7 décennies maintenant. On parlait de l'intelligence artificielle dans les années 50. On est en 2025. Donc, et on n'est qu'au début. On n'est qu'aux prémices de ces nouvelles technologies. Il y a des robots qui arrivent très vite. Et c'est ce que j'imagine. J'encourage à lire mon premier livre, L'humain à l'ère de l'IA. C'est-à-dire que j'imagine autant notre côté monde utopique que dystopique. Et on pourra peut-être avoir des robots voisins, des robots collègues. Et là, on y arrive parce qu'on a déjà les agents IA, multi-agents IA, tout à fait. Sauf qu'ils ne sont pas encore humanoïdes. Le jour où ils seront humanoïdes, donc ils seront embarqués dans des robots en forme d'humains, avec des visages d'humains, des émotions d'humains. À ce moment-là, ça sera des collègues humanoïdes, mais ça sera quand même des systèmes IA. Donc tous ces éléments-là, c'est pour ça que je dis que ce n'est que le début. Et ça arrive, hein, c'est en cours de progrès. Si on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui a été développé par la Chine, j'adore. Hein. On va être honnête, moi j'adore ce qu'ils font en Chine. Mais la question, toujours une fois, c'est est-ce que c'est bénéfique ou pas pour l'humanité? Ce qu'ils font la Chine, c'est qu'ils développent vraiment pour l'humanité, c'est-à-dire vraiment pour le bénéfice de l'humain,
au niveau des hôpitaux, pour pouvoir optimiser la prise de soins, enfin disons la prise en charge pour les soins de façon très rapide, d'avoir en fait des robots policiers qui permettent de sécuriser, donc de diminuer le taux de criminalité. Donc tout ça pour moi c'est vraiment un bénéfice pour l'humanité. Par contre, à contrario, quand on entend certaines organisations qui accélèrent les cyberattaques grâce à l'intelligence artificielle, tu vois, il y a deux poids, il y a deux mondes qui s'affrontent. Et donc, il faut absolument en être conscient parce que, encore une fois, c'est une nouvelle arène du pouvoir. On ne parle plus du pouvoir purement au niveau du pétrole ou au niveau purement financier. Là, aujourd'hui, la véritable arène du pouvoir, c'est au niveau de l'information, donc au niveau des données. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour cette séquence vraiment de ton expertise et de ton avis, ce que tu apportes justement à l'intelligence artificielle, à savoir de toujours mettre l'humain dans toute cette évolution finalement. Et puis, moi, ce que je voudrais maintenant, bah, c'est qu'on parle un peu plus d'actualité. Tu vois. Ce serait ma prochaine séquence, si on veut dire. Et puis que j'ai ton avis finalement d'expert sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui bouge en ce moment. Et si on prend un peu les dernières actualités, bah, c'est à peu près ce qu'on dit. Hein, c'est cette course folle au modèle, tout ce qui se crée, tout ce qui évolue, la capacité à avoir justement de plus en plus d'agents IA, puisque c'est vraiment là dernièrement sur ça que tous les gros modèles sont concentrés. Et aussi également bah, des modèles vidéo qui permettent d'avoir des vidéos réalistes, alors qu'ils font rire parfois, parce que c'est des stars, tu sais très bien que c'est faux. Mais si demain, on peut te prendre ton image et te faire des choses, toi qui es moins connu, ça peut être très compliqué. Donc, moi, j'avais une question donc, pour tout ça. C'est comment, du coup, on traite l'information actuellement avec tout ça. Vaste question. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est passionnant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas clairement de solution pour contrer ces risques. Au niveau, bah là tu parlais des deepfakes, c'est le fait en fait de créer à partir d'une image, c'est fou, hein. Ouais. C'est que on prend ton image, une photo, une simple photo, même si elle est très ancienne, et on peut en fabriquer une scène avec de l'audio, donc avec ta voix, etc. Et on peut tout imaginer. C'est même une problématique, une forte problématique pour l'usine cinématographique au niveau Hollywood. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est en train de bouleverser clairement leur marché économique, de pouvoir créer des longs métrages grâce aux nouveaux outils. Je peux te laisser imaginer, c'est quel va être l'avenir de la cinématographie. Et pour revenir au niveau de l'individu, oui, effectivement, on peut effectivement créer rapidement des fausses images, des fausses vidéos. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'on prend le temps d'analyser ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on regarde ? Le fait de scroller d'un poste à un autre, on est dans la précipitation, on est dans l'envie, le désir d'emmagasiner le maximum d'informations en très peu de temps. Donc on ne prend pas le temps d'analyser. Et là, je répète intentionnellement parce que j'ai tapé avec ma bague sur la table. Donc on ne prend pas le temps d'analyser. Quand je dis analyser, n'entendez pas comme des chercheurs avec avec une loupe pour aller effectivement analyser tous les posts. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de se poser la question. Par exemple, j'ai vu des posts par rapport à Macron, lui en train de danser. Enfin bref, je crois que tu les as vus, ils ont fait le tour. On sait que c'est faux, c'est flagrant. Là, ça va, il n'y a pas de danger. Okay. Par contre, quand on commence à entendre qu'il y a des sociétés qui ont été attaquées avec des deepfakes, dans le sens où il y a eu des leaders ou des managers ou même des décideurs qui ont reçu des appels téléphoniques avec la même voix qu'un collègue qui leur demandait d'effectuer des virements et ils ont été effectivement effectués ces virements, là on commence clairement à se poser des questions stratégiques et donc à revoir en fait les processus internes. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il faut complètement repenser notre monde. On a des nouveaux usages, des nouveaux processus à réimaginer. Si avant, effectivement, on pouvait se permettre de s'appeler et de se faire confiance à travers un téléphone ou même à travers un appel vidéo, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus. On ne peut plus avoir cette confiance. Et c'est pourquoi, selon moi, on est en train d'avancer de plus en plus vers la blockchain. La blockchain était aujourd'hui majoritairement plus dédiée à la partie crypto-monnaie.
mais c'est vraiment une solution que je vois qui va nous permettre en fait d'avoir cette sécurité en termes d'information et en termes de confiance aussi au niveau du contenu. Et heureusement, à l'international, il y a énormément de projets qui émergent, dont on est en train de voir, en fait, il y a au niveau des algorithmes, lorsqu'il y a des résultantes au niveau de l'IA, donc les systèmes, quand ils ont des résultats, donc ils génèrent des résultats, il y a comme une marque à poser qu'on ne voit pas à l'œil nu en tant qu'utilisateur, mais lorsqu'il y a des affaires juridiques ou autres, là, à ce moment-là, on peut aller vérifier en termes de contenu qui a généré ce contenu, est-ce que c'est véridique ou pas. Je te laisse imaginer, on peut pousser la réflexion. Le watermark, il peut effectivement être falsifié. D'où pourquoi je parle de la blockchain. Là, effectivement, on peut vraiment parler de confiance et, disons, d'authenticité, de garantir en fait cette authenticité. Mais on n'y est pas encore. Donc là, on est en train d'essayer de démocratiser l'IA. Il va falloir rapidement démocratiser la blockchain aussi, parce que là, c'est un enjeu sociétal et c'est vraiment au niveau du citoyen. On parle de e-gouvernement. Et on parle de plus en plus au niveau du citoyen de pouvoir en fait avoir son identité numérique. Aujourd'hui, on l'a en France, mais il faut vraiment que ça soit internationalisé. Donc d'avoir vraiment cette gouvernance de l'IA qui revient toujours sur la table assez rapidement quand on parle de globaliser et globalisant. Donc tu vois, il y a énormément de sujets auxquels on doit penser, sur lesquels on doit travailler. C'est pour ça aussi, c'est un argument pourquoi je suis confiante sur l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont changer, mais il y a énormément de métiers qui se créent. On parle de gouvernance, il faut des personnes pour parler et travailler sur la gouvernance et façonner et implémenter cette gouvernance de l'IA. Pareil pour l'éthique, on parle d'éthique, on a parlé juste des biais. On n'a même pas encore parlé de transparence, on n'a pas parlé d'explicabilité, donc de pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, une personne qui a été détectée potentiellement cancéreuse dans 10 ans, il va falloir l'expliquer pourquoi elle a été détectée cancéreuse. Donc toutes ces notions-là, on a besoin de personnes qui travaillent dessus. Et donc tous ces métiers vont être créés au fil de l'eau, au fur et à mesure que ces technologies avancent. Il y a des robots qui arrivent humanoïdes, il va falloir les maintenir, mais avant de les maintenir, il faut les créer, il faut les mettre sur le marché, il faut les tester. Tu vois, tout le process, je l'ai mis un peu en bric-brac là dans ton podcast. Mais les personnes peuvent un peu imaginer qu'effectivement, il y a un bouleversement. Et c'est pourquoi il faut absolument se former dès maintenant à ces nouvelles technologies. Et encore une fois, ceux qui veulent, en tant qu'entrepreneurs, gagner des places de marché, c'est le moment ou jamais. C'est bien, franchement, tu as un message très, très positif. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je me répète un peu, mais tous les gens qui sont vraiment dans l'éthique en général, dans l'IA, faire attention à l'IA, et ce sera peut-être ma prochaine question, ils sont beaucoup plus négatifs, mais toi, finalement, tu as trouvé des solutions. Du coup, je ne vais pas me répéter, mais j'allais parler justement des cyberattaques qui se sont faites. Mais le fait d'avoir des solutions, franchement, c'est plaisant à entendre parce qu'on ne se dit pas forcément qu'on trouve des solutions rapidement. Et justement, moi, j'ai une question par rapport à ça, donc, qui est très d'actualité parce que finalement, je reviens dessus, mais en France, on essaye vraiment de réguler un peu l'intelligence artificielle pour tout ce que tu as cité. D'ailleurs, c'est très judicieux. Mais derrière, je reviens encore sur les Américains, pareil, tous les modèles qu'on connaît, ChatGPT, Google, etc. Mais eux, ils veulent avancer vite et très vite. Et du coup, comment on fait pour maîtriser tout ça? Je trouve qu'on a plus les moyens en fait, de maîtriser. Ça va beaucoup trop vite. Et pour arriver à ce que tu dis, c'est compliqué. Je ne sais pas si vraiment, toi, tu ressens cette chose-là, mais... Ah, ça va très vite. Je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple. C'est complexe. Disons que la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne, par sa complexité, c'est que l'IA générative est souvent vue comme un jeu, comme une application au bout des doigts, qui est accessible du bout des doigts. Par contre, l'intelligence artificielle est beaucoup plus vaste. En fait, il faut voir comme des échelons. C'est que l'IA générative, en fait, vous voyez comme des poupées russes, encore plus simple. Au niveau des poupées russes, imaginez l'intelligence artificielle, la première poupée. Lorsque vous déballez, vous allez arriver sur du machine learning. Vous déballez encore, ça va être du deep learning. Vous déballez encore, vous arrivez à l'IA générative. Et il y en a encore à l'intérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle est très, très, très vaste en termes de discipline, en termes de sous-discipline. Comme là, je viens de vous le montrer, on est parti de l'IA, on est descendu jusqu'à l'IA générative. Où est-ce que je veux en venir par là? C'est que
tout s'accélère. Les Américains sont très très rapides. Et ce que je dis, effectivement, j'ai des solutions au niveau de l'IA éthique. Je suis même en train de développer en fait une solution tournée vers l'humain à base d'IA. Et c'est pas facile. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire là, je suis en train de le transposer en code. Et c'est pas évident. C'est très très complexe. Parce que j'embrique des notions de sécurité, de confidentialité, donc au niveau des datas, de ne pas pouvoir en fait accéder à l'identité de la personne, mais aussi avoir la notion d'éthique, ne pas avoir effectivement ces biais qu'on connaît aujourd'hui, et d'avoir aussi l'explicabilité, parce que j'ai un process dans ma solution, de pouvoir en fait quelque part accompagner un être humain sur un process bien défini et sur une étape bien définie, et effectivement il faut savoir l'expliquer. Donc je ne dis pas que c'est simple. C'est complexe, ça prend du temps. Sauf que pour réussir au niveau de la France, et ça c'est ce que j'essaye de transmettre au maximum, c'est qu'on doit absolument avoir du courage. C'est-à-dire le courage, c'est pas uniquement au niveau de l'individu, ok, je veux faire ça, je vais le faire. Non, le courage, c'est aussi le courage de penser autrement. Le courage de savoir fédérer les personnes autour de nous et les bonnes personnes autour de la table. De pouvoir en fait créer une symbiose qui sera assez puissante pour faire émerger une nouvelle solution potentiellement qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est un tout quand je parle de courage. Si on a les bonnes personnes autour de la table, on sait aller vite. Sauf que quand on embarque des processus un peu gouvernementaux qui sont lents, qui sont fastidieux, et des décideurs qui mettent du temps à prendre cette décision, de dire ok, on y va, et je suis là, je vous suis, ne serait-ce que pour le MVP, c'est le Minimum Valuable Product, on n'y arrivera pas. Et j'ai vu en France, il y en a qui veulent, n'ont pas forcément les financements, donc ils partent. Il y en a d'autres qui veulent, qui essayent, etc. Ils finissent par échouer, et donc on les montre du doigt parce qu'ils ont échoué, alors qu'aux États-Unis, on les félicite pour avoir échoué. Donc la question qui se pose, et je l'ai même posée à l'ancienne ministre, Madame Clara Chapaz, je dis oui, vous encouragez effectivement les entrepreneurs. Mais clairement, moi, je suis entrepreneur. Je ne vois pas les encouragements sur le terrain. Il y a beaucoup de communication, mais j'attends à avoir un vrai accompagnement. Les personnes qui bataillent, comme vous essayez de créer en fait une nouvelle idée, de concevoir vraiment un nouvel écosystème avec votre podcast. Et c'est très bien. Mais est-ce que vous avez un accompagnement nécessaire ? Est-ce qu'on vous offre en fait cette visibilité nécessaire par rapport à ce que vous êtes en train d'initier ? Et ça, c'est ce que j'avais dit à Madame Clara Chapaz. Effectivement, ça l'avait étonnée. Elle m'a dit parce qu'effectivement, moi, c'est pas du tout ce qu'on essaye de faire. On essaye vraiment d'être à l'écoute des entrepreneurs, mais je suis pas convaincue de ça. Il y a combien d'entrepreneurs en France qui n'ont pas accès au financement ? Combien d'entrepreneurs en France n'ont pas accès aux bonnes institutions ou disons aux bons contacts ? Moi, je n'ai pas trop me plaindre parce que j'ai accès effectivement à certaines institutions et à certains contacts. Mais même par rapport à ça, il manque. Il y a un gap. Il y a un gap entre le mindset américain et le mindset français. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'échec parce qu'on apprend très vite avec les échecs. Sauf que quand on a des échecs, encore une fois, on nous montre du doigt. Ah non, tu n'as pas réussi, donc non, c'est que tu as des défauts. Non, c'est qu'on ne peut pas te faire confiance. Non, au contraire. Il faut plus faire confiance aux personnes qui ont tenté, qui ont combattu, qui ont mis un genou à terre, mais qui ont su se relever. Et ça, c'est encore une fois, je pense encore un autre podcast, potentiellement, cher Eddy. C'est ce que je pensais. Voilà. Non, mais c'est ce que je pensais. Je disais, ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et c'est un sujet aussi qui nous touche, nous, vraiment. Tu sais, à Starzup, l'association qu'on mène et les combats qu'on mène, justement, pour élever un peu tout ça. Donc, non, comme tu as dit, on va reprendre rendez-vous et discuter de tout ça. Avec grand plaisir, cher Eddy. Grand plaisir. En tout cas, merci pour cette petite séquence donc sur l'actualité. Et comme je suis content de t'avoir, et tu sais qu'il y a des questions que tout le monde se pose, je me suis dit, je ne vais pas être égoïste et poser que les miennes, mais en tout cas, j'ai relevé quelques questions qui étaient intéressantes à poser. Et du coup, on en a répondu à une tout à l'heure. Mais la question qui revient le plus, c'est est-ce que ça va remplacer mon emploi ou est-ce que ça va me remplacer au travail ? La notion de transformation. J'aime bien être positive et optimiste. Donc, c'est un changement, c'est une transformation, disons les choses. Je n'aime pas trop le terme de suppression ou de remplacement, mais je vais être la plus directe et transparente possible pour tes auditeurs. Il y a deux visions des choses. On peut se positionner sur deux perspectives.
La première, c'est de se dire, OK, j'ai un métier aujourd'hui avec l'IA, et ça se voit à l'international, mon job est supprimé. Complètement, il disparaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système intelligent qui va complètement en fait, automatiser mon job. Donc, je fais par exemple de la saisie de texte, clairement, ou de la traduction, si je suis traducteur, totalement automatisé par un outil qui existe et qui est connu à l'international, on ne va pas citer son nom. Donc là, on parle de suppression. Et moi, je dis, c'est qu'il y a une autre perspective. C'est la notion de transformation. L'IA aujourd'hui traduit, effectivement. Sauf que moi, je peux parler de mon cas en particulier. Mon livre, je l'ai traduit du français à l'arabe. Et quand j'avais des acheteurs, j'ai participé au SILA, c'est un salon international du livre à Alger, il y a quelques semaines. Quand on me posait la question, qu'est-ce que vous me conseillez ? On achète la version française ou arabe ? J'écoutais, en toute honnêteté, si vous voulez avoir l'ADN de mes réflexions et l'ADN de mon récit, il faut l'acheter en français. Parce que je l'ai écrit en français. Il a été traduit en arabe par une maison d'édition qui m'a révélé qu'ils ont utilisé l'IA pour le traduire. Voilà. C'est incroyable. Hein. Ah, c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc ils ont testé, ils ont tenté, et effectivement ils ont utilisé l'IA pour traduire. Mais après ils l'ont transmis à deux professeurs, éminents professeurs en arabe pour vérifier que la traduction était correcte. Bon, ils ont la touche humaine, hein, ils ont adapté la traduction Mais du coup, c'était bien ou pas ? d'IA. Écoute, je pourrais pas te dire, je suis pas encore arabophone aujourd'hui. D'accord. Donc c'est pour ça que je conseille Ils ont vraiment. peut-être fait un retour. Peut-être, non, est-ce que justement, c'était juste un petit peu, on reprend un peu derrière Non, ou ils l'ont alors, revu. ouais, Non, ils d'accord. l'ont revu. Ils ont fait quand même pas mal d'adaptations. Donc c'est tout ça pour rassurer les personnes, pour dire que oui, il y a une transformation, sauf que les métiers, pour moi, il faut absolument les voir en mode transformation. C'est-à-dire que les traducteurs, pour moi, ne doivent pas disparaître. Ils doivent perdurer. C'est parce qu'il y a une vérification humaine nécessaire. C'est que la nuance, surtout avec la langue de Molière, c'est que tu as des phrases qu'on peut énoncer qui ne veulent pas dire exactement ce qu'elles disent par rapport aux mots. Il y a une nuance, il y a une subtilité, des fois des messages subliminaux. Aujourd'hui, l'IA n'a pas la possibilité de comprendre, cerner ces nuances. Et je suis convaincue que ça ne le sera pas. Peut-être qu'elle peut le faire effectivement dans quelques années, peut-être qu'elle pourra le faire à 60-70%, mais il y aura toujours cette nuance. Et là, je t'emmène vers les sphères politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une IA pour avoir une négociation entre intergouvernementale. Il y a des nuances et une diplomatique et une diplomatie qui est nécessaire. Si on mettait l'IA en termes de traduction entre deux langues et deux gouvernements, etc., mais ça serait un chaos international. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment rassurer, de dire que même si vous avez l'impression que votre métier est en train de disparaître ou d'être supprimé, c'est vraiment en fait d'avoir la perspective de se dire ok, je vais me former à l'IA pour pouvoir combler les défauts ou disons le manque de compétences, en fait ce gap que et aujourd'hui l'IA ne peut pas totalement répondre. Mais encore une fois, c'est une question de courage et effectivement de vouloir rapidement évoluer. Et pour ceux qui voient vraiment leur métier, parce qu'il y a eu des licenciements en masse à l'international, on a eu des échos, comme par exemple Amazon, 14 000 ou 13 000 à l'international. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi, je dis que j'allais direct, il faut absolument se former à ces nouveaux outils, parce que, et là je parle d'outils, hein, je ne parle pas d'IA, de système intelligent, vraiment au niveau des outils, parce qu'il faut se préparer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un job qui est stable, etc., que dans peut-être 6 mois ou 1 an, vous n'allez pas en fait potentiellement perdre votre emploi. Parce que là, c'est encore une autre perspective, c'est la perspective du dirigeant. Il y en a certains, ça leur est complètement égal en fait, qu'il y ait une perte d'emploi. Il y a un enjeu économique. C'est-à-dire que pour que la société perdure, il faut être au niveau concurrentiel très compétitif. Et pour être compétitif, il va falloir rogner sur la marge salariale. Et cette marge, c'est l'humain, on est d'accord. Donc pour ça, il faut absolument se préparer. Donc ça, c'est une perspective dirigeant économique. Donc là, forcément, on n'a pas la main, on n'a pas forcément le contrôle. Chaque dirigeant gère à sa manière par rapport à sa propre stratégie. D'accord. Bah, franchement, c'est bien. Pareil, c'est un message positif qui dit que voilà, il faut soit se former ou soit garder son expertise finalement, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas
décidé, en tout cas maintenant et je pense encore dans quelques années, et qu'il faudra toujours quelqu'un qui vérifie derrière tout ça. C'est un peu comme ça qu'on pense aussi. C'est un appel. Ouais. C'est pas forcément le cas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup laissent de plus en plus laissent la main à l'IA pour reprendre des décisions, comme par exemple les IA, enfin l'agentique, donc IA agentique et les multi-agents. C'est vraiment en fait une implémentation de process où ils délèguent de plus en plus. Et la touche humaine est juste à la fin. Alors, potentiellement, dans le process, il manque une touche humaine. Donc c'est encore une question de lucidité et disons, de responsabilité au niveau de chacun, de garder en fait cette touche humaine. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est vraiment l'essence même finalement du podcast. C'est vraiment pour ceux qui veulent passer justement d'une idée de l'IA justement au passage à l'action. D'accord ? Et moi j'ai regardé un peu ce que tu fais et je suis tombé sur le projet AI Enemy, The Soul Companion. Donc, je pense que tu as repris ta casquette aussi d'entrepreneuse et j'aimerais bien que tu nous en parles. Et justement, de ce que j'ai compris, c'est vraiment un passage à l'acte d'utiliser l'IA pour quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. En fait, ce projet est à bien chercher, hein, parce qu'il n'est pas facilement trouvable. Excellent. Non, franchement, ça me fait énormément plaisir. Merci, Eddy. Bravo. Tu as fait des travaux de recherche grâce à l'IA ou pas, dis-moi. On bosse. Grâce à l'IA aussi. Ouais. Mais on reste toujours à vérifier les résultats. D'accord, ok. Bah, écoute, là, c'est vrai. Je peux te le confirmer en personne. Bah, en fait, le projet dont je te parlais un peu plus tôt, c'est AI and Me. D'accord. En fait, il est né d'une vérité. C'est que dans notre course folle de notre vie, on s'oublie tout simplement. Ou parfois, ça c'est vraiment à travers mes expériences à l'international. Je t'ai dit, hein, j'ai commencé ma carrière en informatique au Luxembourg. J'ai travaillé pour des grandes multinationales, donc plusieurs pays, mais vraiment sur les 4 continents. Et cette multiculturalité, ce volet intergénérationnel, de vraiment travailler avec tout type de personnes, c'est une véritable richesse. Et ce que j'ai vu sur les 4 continents confondus, c'est que beaucoup de personnes manquaient de prise de recul sur leurs propres capacités. Certaines avaient un potentiel inné et ce qu'on appelle aujourd'hui au sein des grandes entreprises le haut potentiel. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la majeure partie en fait, des grandes sociétés ont un volet au niveau de leur direction des ressources humaines qui leur permet de détecter, c'est un mécanisme qui est implémenté, c'est de pouvoir détecter dans tous leurs employés les personnes qui sont à haut potentiel. Haut potentiel dans le sens où c'est des personnes qui peuvent rapidement prendre des postes d'encadrement très rapidement. Donc, ils ont des capacités en intelligence émotionnelle, enfin, c'est multicapacités. Donc, intelligence émotionnelle, mais aussi une connaissance du métier, une compréhension des enjeux, de la société, etc. Et donc, ces personnes, on va les accompagner au fur et à mesure pour les faire monter en compétences. Et ce que j'ai vu à travers mes expériences, c'est que beaucoup ont ce potentiel, ce haut potentiel, mais ne le remarquent même pas. Et certains managers, malheureusement, par manque de sagesse, par ego pour certains, et encore d'autres par égoïsme, préfèrent cacher ces hauts potentiels pour les garder dans leurs équipes. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur ajoutée pour leurs propres équipes. Et le fait en fait, de les révéler à la lumière, potentiellement, ils vont s'envoler de leurs propres ailes et même aller passer au-dessus de ces managers. Donc, c'est vraiment ce qui m'a tenu à cœur et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai coaché, j'ai mentoré pas mal de personnes à travers mon parcours. C'est vraiment de détecter ces potentiels, de les révéler parce que ça me faisait de la peine et toujours aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup à travers le monde, c'est qu'ils ont la possibilité de faire tellement de choses qui dépassent en fait leur propre environnement et pour pouvoir contribuer en fait à l'humanité. Et c'est ce qui m'a tenu à cœur et c'est vraiment en fait ce qui a impulsé en fait le AI and Me, c'est de cette réalité que malgré que nous sommes humains, effectivement nous avons des défauts et ces défauts peuvent brider beaucoup de personnes et modestement c'est vraiment
qu'une bribe que je t'ai indiquée, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça au niveau de AI Me. Mais vraiment, c'est vraiment ça, la fondation qui a impulsé ce projet, qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment ce volet intime de chacun de nous, de comment être une meilleure version de nous-mêmes. Et potentiellement, beaucoup ne le savent même pas encore, qu'ils peuvent briller, mais très très fort. Il est sorti ce projet ou pas encore? Tu On veux peut l'utiliser? Mon premier client est en face de moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, avec un grand plaisir. Il est en cours de développement. C'est magnifique. Merci En tout beaucoup. cas, c'est vraiment sur ça aussi qu'on encourage, nous. C'est de se dire il y a une nouvelle technologie. C'est vrai que, comme on l'a dit, il faut avoir une utilisation mesurée, hein, comme tu l'as expliqué. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'opportunités, comme tu dis. Et il faut que chacun puisse, si ça lui parle en tout cas, essayer de se lancer. C'est un peu le message aussi du podcast. J'ai une dernière question. Voilà, c'est une question ouverte. Je voudrais que tu me dises à peu près justement comment tu sens cet avenir avec l'intelligence artificielle. euh, quel message tu pourrais laisser justement à ceux qui nous écoutent. Et on a senti que c'était assez positif. Mais voilà, je te laisse vraiment t'exprimer sur ça. Je ne peux que finir sur une note positive, cher Je m'en Eddy. doutais. Effectivement, effectivement. Bah, écoute, c'est le message d'espoir. Le message d'espoir parce que si on met tout en perspective, c'est-à-dire que autant la situation politique en France qui dégénère, en tout cas qui ne rassure pas beaucoup de monde. Donc on se pose énormément de questions au niveau sociétal, au niveau social. Quel est notre avenir? Beaucoup en fait sont en train de quitter la France. Il y a des personnes qui sont malades sur leur lit d'hôpital. Il y a des personnes, des jeunes en fait, qui se posent des questions. Il y en a beaucoup qui me contactent et sincèrement, j'aimerais tellement les aider, qui me contactent sur les réseaux sociaux, qui me disent on est en recherche d'alternance, où on est des juniors fraîchement diplômés de Bac+5 et on ne trouve pas d'emploi parce qu'on ne veut pas de juniors à cause de l'IA, on veut plutôt des seniors. Donc, et beaucoup de personnes aussi perdent leur emploi à cause de l'IA. Donc tu vois, on est dans un contexte vraiment anxiogène. Et c'est pourquoi j'appelle à un message d'espoir. Parce que cette technologie, encore une fois, ce bijou technologique, a la possibilité de vous offrir une nouvelle vie, un nouveau chemin, depuis la France, mais depuis n'importe où dans le monde. Il suffit que vous preniez le temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire du reste de votre vie? Peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 8 ans, 9 ans, 15, 20, 25, 50 ans. Entrepreneur, multi-entrepreneur, peut-être professeur, enseignant, peut-être dans l'associatif. C'est tellement vaste que en fait, cette IA peut vous guider. Je parle bien de guider, on ne parle pas de contrôler. Donc de guider vers où vous pourriez aller. Je peux vous conseiller d'utiliser mon application AI Me qui n'est pas encore sortie, mais vraiment l'objectif de mon message, là, de conclure, c'est que vous avez le champ des possibles devant vous. Oubliez tout blocage, toute chose négative que vous avez pu vivre, laissez-le derrière vous, ou laissez-les derrière vous, et regardez que devant vous. Parce que tout est encore à construire. C'est votre vie. Vous pouvez la contrôler comme vous la voulez, et comme vous voulez, vous la façonner. Vous êtes maître de votre vie, et ce n'est que votre vie. Et pour avoir aucun regret sur la suite du parcours, je ne peux que vous encourager d'essayer, même si vous échouez, mais effectivement échouez vite. Et encore une fois, contactez-nous, venez assister potentiellement dans les studios à votre podcast, cher Eddy, et aussi, pourquoi pas, en tant qu'invité, de venir témoigner comment l'IA a pu effectivement changer votre parcours, si c'est déjà le cas, et de pouvoir effectivement, disons, de confirmer la véracité de ce que je suis en train de dire, c'est que l'IA peut vraiment changer votre vie. Donc, formez-vous. Il y a des cours gratuits sur Internet. Recherchez pas forcément celles qui sont payantes. Vous pouvez démarrer de façon totalement gratuite. Et effectivement, au maximum de vous rapprocher des bonnes personnes. Je sais que c'est pas forcément facile, mais j'y crois. Prenez le temps. Les personnes de confiance, il y en a. Je suis convaincue que vous serez bien entouré. Et encore une fois, n'oubliez pas de rester humain. Merci beaucoup, Warda.
C'est très, très inspirant et moi, je t'écoute vraiment avec passion, pratiquement. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et comme tu as dit au cours de ce podcast, c'est possible qu'on en refasse d'autres sur d'autres sujets pour approfondir un petit peu tout ce qu'on s'est dit. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se rejoindra dans un épisode 2 du podcast de l'idée à l'IA. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eddy. Sincèrement, ça a été un réel plaisir. Merci encore pour ton invitation. Ça a été très chaleureux, très intime aussi. Ouais. Je pense que le contact est bien passé. J'ai Exactement. vraiment apprécié cet échange. Donc, avec un grand plaisir pour revenir et continuer cet échange si crucial. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on y répondra. Abonnez-vous, likez et partagez. Et retrouvez-nous pour un prochain épisode de l'idée à l'IA.